Continuons de comparer la démocratie socialiste, c'est-à-dire la démocratie consultative, et la démocratie sous sa forme représentative. Dans la démocratie socialiste, dans la dictature du peuple, puisque constitutionnellement c'est ainsi qu'elle se définit. Le peuple est le collectif dont les intérêts doivent être impérativement satisfaits. Tel est l'objectif. La question des moyens passe après, c'est-à-dire que la question est moins de savoir si les débats doivent être libres, dans quelle mesure et comment cette liberté doit être assurée. Non. Alors là, on a une différence vraiment fondamentale avec les régimes représentatifs dans lesquels, au nom de la liberté des débats, l'astreinte des députés à un mandat impératif dans le but de limiter l'indétermination des intérêts à défendre a été très tôt évacuée. Alors là, je renvoie aux analyses sur les pathologies de la démocratie chez ou par Pierre Rosanvallon. Pour les partisans du régime représentatif, cette liberté est une condition impérieuse de la représentation. Mais elle implique qu'il n'y a pas de rapport homothétique entre le peuple et ses représentants, comme l'explique Pierre Rosanvallon. Pour les théoriciens britanniques de la démocratie constitutionnelle, pensée comme théorie du gouvernement représentatif et discutée pendant la Révolution américaine, il n'y a que des pouvoirs constituants et non des institutions représentatives. La représentation ne désigne plus une procédure de figuration de la société par et dans l'assemblée de ses représentants ou un parlement, mais un mécanisme constitutionnel. C'est la fonctionnalité du parlement qui est représentative et non son mode de composition. Et Pierre Rosanvallon explique que la théorie britannique a fait apparaître l'idée d'un système représentatif presque sans élection, puisque l'élection n'y sert plus à transférer par homothétie dans le Parlement les intérêts de son électorat, d'ailleurs déjà considérablement réduit par le sens CENS, évidemment. Dans cette perspective, le Parlement cessait d'être une image du peuple pour s'assurer comme un lieu autonome de délibération. La représentation ne sollicitait plus les volontés individuelles, elle ne servait plus de machine arithmétique, de transformateur ou de décodeur des intérêts exprimés par le vote populaire, mais elle devenait un procédé de débat pour extraire de la société la raison publique, selon l'expression de Pierre Rosanvallon, extraire de la société la raison publique. Elle ne représente pas les intérêts fondamentaux du peuple. L'avènement des régimes représentatifs ne confère donc pas le pouvoir au peuple, comme prétend le faire de son côté la dictature du peuple, c'est-à-dire la démocratie socialiste. La participation limitée du peuple à la chose publique, même sous des conditions qui devaient tendre à s'assouplir tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle, au fil des luttes sociales, la suppression du cens d'abord, l'égalité des sexes pour le droit au vote, etc., s'affirmera dans une conception de la représentation politique centrée sur l'intérêt de la nation et non sur celui du peuple. Donc les deux concepts ne sont pas identiques, superposables. Intérêt de la nation, intérêt du peuple. Cela ressort clairement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je vous renvoie à l'article 3 de cette déclaration. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement, non pas dans le peuple, mais dans la nation, dit très clairement le texte. Et je vous renvoie aussi sur ce sujet au pamphlet de Sieyès, Qu'est-ce que le tiers-État ? Sieyès écrit en effet « La nation existe avant tout, elle est l'origine de tout ». Qu'est-ce que le tiers-État ? 1789, Emmanuel Joseph Sieyès. Alors, les révolutions ont eu beau faire de tous des citoyens, elles évacuaient la question à peine posée des esclaves et des femmes, et distinguer parmi les hommes les citoyens actifs des citoyens passifs, de sorte que la populace
et le moins possible à se mêler des lois. En France, la Constitution montagnarde de 1793, qui tenta de revenir à Rousseau, n'y a rien fait. Ce que l'Europe et les États-Unis ont inventé au XVIIIe siècle, ce n'est pas la démocratie, mais le régime représentatif, un régime que, des deux côtés de l'Atlantique, ses fondateurs avaient explicitement opposé à la démocratie. Et là, je renvoie à Pierre Manin qui l'explique peut-être mieux que tout autre, mieux que moi en tout cas. Je renvoie à ces principes du gouvernement représentatif. La représentation est opposée à l'idée d'une figuration du peuple. Elle est l'idée d'un intérêt général assimilé à celui de la nation. À cette conception du peuple fait écho celle de ses commissaires. Le peuple, ce peuple, n'a pas de représentant. Un peuple qui a des commissaires n'a pas de représentant. Le régime représentatif et son mandat représentatif assurent la liberté des débats et des décisions de l'oligarchie en proscrivant, en interdisant le mandat impératif. Et il en va ainsi toujours dans la Constitution de la Ve République qui tient toujours le mandat impératif pour nul. Et sur ce point, je vous renvoie à l'article 27, évidemment, de la Constitution du 4 octobre 1958, la Constitution française. Principe de distinction, donc, liberté des débats, découplant l'intérêt national et l'intérêt général contenu dans les revendications populaires, opposé à toute figuration directe du peuple, tels sont les deux traits saillants de la rationalité républicaine naissante, ressaisie autour du concept de souveraineté nationale que j'oppose à celui de souveraineté populaire, ou plutôt qu'il faut, au regard des constitutions françaises et américaines d'un côté et chinoises de l'autre, opposer au concept de souveraineté populaire. Bernard Manin, revenons encore à lui, explique que les démocraties contemporaines, les démocraties représentatives, sont issues d'une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie. Bernard Manin dit cela dans ses principes du gouvernement représentatif. Il explique pourquoi et comment les régimes représentatifs se sont adjoints plus tard le titre de démocratie, plus tard, c'est-à-dire dans le courant du XIXe siècle, aux États-Unis comme en Europe. Emmanuel Joseph Sieyès opposait, redisons-le encore, la souveraineté nationale à la souveraineté populaire, d'inspiration rousseauiste. On peut peut-être en profiter pour reciter le contrat social, 3, paragraphe 15, exposant explicitement l'idée que toute représentation politique est une servitude pour Rousseau, une abomination donc, pour faire simple. Je cite Rousseau, « Pour vous, peuple moderne, vous n'avez plus d'esclaves, mais vous l'êtes. Vous payez leur liberté, la liberté des représentants du peuple, vous payez leur liberté de la vôtre. » Donc Rousseau n'est pas un défenseur du régime représentatif, lui. Le concept de nation définissait, ou plutôt se substituait pour Sieyès à celui de peuple. Sieyès que donc, en résumé, il faut bien penser comme l'adversaire de Rousseau dans la Révolution française. Cabanis confirmera ce choix en ces termes, je le cite, « Dans le véritable système représentatif, tout se fait au nom du peuple, et pour le peuple, rien ne se fait directement par lui. Il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. Les restrictions ici sont très importantes. » Je cite donc Pierre-Jean-Georges Cabanis dans un discours au 500 sur la Constitution de Bonaparte, prononcé en 1799. Il restera un hiatus infranchissable et même une contradiction dans les régimes représentatifs tout au long du XIXe siècle entre les notions de peuple et de nation, entre les citoyens passifs et les citoyens actifs. Ainsi, je conclurai que le sens donné à ces deux notions et l'ordre de priorité dans lequel on les pense, primat du peuple d'un côté ou primat de la nation de l'autre, vaut pour une définition de la démocratie, ou vaut pour deux définitions, deux conceptions de la démocratie.
Cette distinction parle de l'importance accordée d'un côté aux besoins du peuple et de l'autre à l'intérêt des élites représentantes, à la classe possédante, pour faire simple, au consentement qu'on cherche à obtenir du peuple ou pas, et aux moyens de s'en passer, voire de le fabriquer, comme a pu l'expliquer Walter Lippmann. Je renvoie au concept de Manufacture of Consent dans Public Opinion de Walter Lippmann, paru en 1922. La distinction de l'intérêt du peuple et de l'intérêt de la nation, le primat qu'on accorde à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre de ces deux notions, vaut pour une critique de l'usurpation possible de la légitimité du pouvoir. Bien évidemment, quand le pouvoir est formellement donné au peuple, alors qu'il lui est en réalité confisqué, comme cela est toujours possible dans les démocraties d'opinion. Voilà, alors nous allons revenir à la question de la démocratie chinoise proprement dite, mais je voulais faire ce détour par la Révolution française, par le débat entre Sieyès et Rousseau, je voulais faire ce détour par une relecture des principes du gouvernement représentatif de Bernard Manin pour vous montrer que, en fait, on n'avait pas besoin de ce détour par la Chine, mais on peut imaginer, on peut très bien comprendre que les Chinois qui lisent les penseurs occidentaux sont conscients des débats, de ce débat de fond, de ce débat radical, de cette objection radicale de Rousseau ou de Bernard Manin contre le régime représentatif et qu'ils ont voulu en tenir compte pour réinventer une forme démocratique qui en tienne compte. Mon objectif n'est pas d'aboutir à la conclusion que le régime chinois serait plus véritablement, plus authentiquement, plus profondément démocratique, etc. Mon objectif est de montrer le caractère problématique de toute forme démocratique, et en somme le caractère arbitraire et les limites du choix d'une forme plutôt que d'une autre. Je le dis sous une forme de conclusion anticipée, mais nous continuerons l'analyse et je vous donne rendez-vous pour cela très bientôt. Belle journée à tous en attendant.